Bon, merci d'avoir pris un peu de temps pour cette conférence de presse et pour la présentation de ce qui sera la stratégie énergétique du groupe socialiste et apparenté à l'Assemblée nationale. J'insiste sur ce point, c'est le travail du groupe socialiste et apparenté, et nous le ferons ensuite partager par le groupe du Sénat, par le Parti socialiste dans son entièreté, mais la période, ne vous aura pas échappé, est un peu perturbée par des échéances démocratiques internes, mais comme la vie parlementaire continue, on a souhaité travailler. Simplement vous dire que c'est le résultat d'un travail que nous avons engagé il y a plusieurs mois, auquel se sont joints de nombreux experts, spécialistes de la transition énergétique, spécialistes des énergies renouvelables ou du nucléaire, spécialistes du financement de la transition énergétique, et qui nous ont apporté leur concours pour pouvoir vous présenter ce que nous vous présentons ce matin, et vous aurez en sortie le document entier qui vous permettra de vous plonger dans notre réflexion. D'abord, un constat sur la situation actuelle. Nous avons un gouvernement qui, de notre point de vue, est assez largement incapable d'organiser la planification nationale pluriannuelle de notre politique énergétique pour atteindre, au fond, le seul invariant qui est l'objectif de neutralité carbone en 2050, c'est-à-dire respecter cette échéance environnementale, mais aussi cet impératif au titre des accords de Paris. On a eu un certain nombre de lois techniques. Certaines étaient parfaitement nécessaires, je pense notamment à celle sur l'accélération du développement des énergies renouvelables, mais ça ne tient pas lieu d'une loi de programmation énergie-climat qui était prévue par la loi elle-même, que nous avons revendiquée depuis plusieurs années et qui n'est jamais arrivée et qui du coup a interdit un débat véritable sur notre mix énergétique, et en particulier sur la place du nucléaire dans notre futur mixte, puisque les annonces du gouvernement n'ont jamais fait l'objet d'un débat véritable à l'Assemblée nationale. Il y aura un débat autour de la loi Grémillet en commission et puis dans l'hémicycle ces prochains jours, mais on ne peut pas le tenir pour une loi de programmation. La conséquence, en fait, en est assez inquiétante, c'est des errements, c'est des retards dans le déploiement des énergies renouvelables, retard dans l'électrification des usages, absence de vision d'ensemble, et s'agissant des choix qui sont faits, on y reviendra, par le gouvernement en matière de nucléaire, des aléas importants sur la faisabilité, la capacité d'EDF à tenir les objectifs fixés par le gouvernement, et surtout des objectifs qui nous paraissent assez ignorants de la question du prix de l'énergie. Alors, c'est la raison pour laquelle les socialistes ont travaillé pour dire quelles sont nos intentions, ce que serait de notre point de vue une programmation pluriannuelle. Et donc c'est cette doctrine que nous présentons aujourd'hui et que nous ferons valoir dans la loi Grémillet, mais aussi à l'occasion de la révision de la PPE et de la stratégie nationale bas carbone. Dans notre travail, il y a trois priorités qui, pour l'essentiel, nous ont guidés. La première priorité, c'est la décarbonation des principaux secteurs de notre économie, avec une accélération de la transition énergétique. On privilégie la sobriété énergétique choisie, l'électrification des usages et le développement massif des ENR. La deuxième priorité, la deuxième question qui nous a préoccupés, c'est celui du prix de l'énergie, parce que nous sommes instruits du fait que cela peut directement impacter non seulement le pouvoir d'achat des ménages, mais aussi la compétitivité de notre industrie. Il y a donc à la fois une question de justice sociale, mais aussi une question de souveraineté industrielle qui irrigue l'ensemble de notre réflexion. On va vous développer les trois moments, la chronologie de cette stratégie énergétique, mais ce que l'on peut dire, c'est que ça repose sur à la fois l'accélération des ENR,
et le maintien d'une capacité nucléaire. À chaque fois, nous nous sommes posé la question de la faisabilité technique, de la faisabilité industrielle, économique, sociale des propositions que nous formulions. Nous nous sommes à chaque fois préoccupés de sécurité et de résilience de notre système énergétique et nous avons, à chaque fois que c'était possible, développé des coopérations régionales et notamment embrassé la dimension européenne de notre stratégie. Au sortir de cette réflexion, on distingue 3 périodes pour ce qui concerne la stratégie des socialistes. Une première période 2024-2038 qui est destinée à sortir d'une extraordinaire fragilité structurelle de notre situation pour éviter le fameux effet falaise qui est lié notamment au vieillissement du parc nucléaire et au retard dans le déploiement des énergies renouvelables notamment, ce qui signifie à la fois une accélération drastique du renouvelable et le lancement d'un nouveau nucléaire ciblé. Il ne vous aura pas échappé que 32 des 57 réacteurs ont franchi les 40 ans d'exploitation dès 2025. C'est la raison pour laquelle nous plaidons pour le grand carénage et pour la prolongation de la durée de vie des centrales sous le contrôle de l'ASN à 60 ans. Nous disons 60 ans parce que nous avons des doutes, même si la réflexion, nous le savons, existe, sur la capacité à prolonger au-delà de 60 ans la durée de vie des centrales. Et nous ne savons d'ailleurs pas ce que révélerait le grand carénage, c'est-à-dire la possibilité ou pas, d'ores et déjà, de prolonger de 40 à 60 ans la durée de vie des centrales. Ça signifie que ce grand carénage ne peut pas suffire et qu'il est indispensable de lancer un nouveau programme électronucléaire de transition qui soit ciblé. Et nous plaidons pour qu'il y ait 8 EPR de seconde génération qui puissent être construits. Nous n'allons pas au-delà de ces 8 EPR. C'est la raison pour laquelle nous ne souscrivons pas à la perspective de 14 plus 6, plus des SMR qui nous paraissent difficilement réalisables sur le plan technique. Nous doutons de la capacité d'EDF à le faire, de la filière nucléaire à assumer cette charge. Et surtout, ça pose un énorme problème de prix de sortie de l'énergie, puisque, vous le savez, le nouveau nucléaire est plus coûteux, c'est 125 € du mégawattheure, là où les ENR sont entre 60 et 80, et que le nucléaire amorti est autour de 60 € du mégawattheure. Si je dis cela, c'est que les discussions que nous avons avec EDF, il y a des défis technologiques, mais aussi des défis en termes de gestion des ressources humaines, puisque vous savez que pour construire les 6 EPR, il va falloir à la filière recruter 10% des sortants d'école d'ingénieurs dans les 10 prochaines années, et de recruter 10 000 personnes chaque année, quand dans le même temps, 10 000 ouvriers et ouvrières de ce secteur partiront à la retraite. Le défi est évidemment absolument considérable. Parallèlement, la France va devoir investir massivement dans les technologies de stockage, dans la flexibilité du réseau et dans la modernisation des infrastructures électriques. Sur les petits réacteurs modulaires, les SMR, nous considérons à ce stade qu'ils ne peuvent pas faire l'objet d'une programmation chiffrée, qu'ils doivent demeurer d'ailleurs des objets de souveraineté et sous gestion publique, et que nous devons évidemment les valider le moment venu sur le plan technologique et de leur compatibilité avec les exigences de sûreté. Nous encourageons évidemment la recherche fondamentale, y compris sur la fusion, mais nous pensons qu'aujourd'hui, l'inclure dans une stratégie relèverait de l'aléa. Ça, c'est sur la première partie 2024-2038. 2038-2050, c'est la période durant laquelle nous atteignons la neutralité carbone par la poursuite du déploiement des énergies renouvelables et par la mise en service des 8 réacteurs EPR supplémentaires, puisque en 2038, c'est la date à laquelle les premières tranches de réacteurs de 900 MW auront atteint l'âge de 60 ans. Ça veut dire qu'en réalité, dans ce mix énergétique, nous maintenons une capacité de production pilotable de 29 gigawatts. Ça devient notre objectif stratégique et ça permet d'absorber la variabilité des énergies renouvelables et de garantir un équilibre entre offre et demande. Et je le dis, à ce stade, et sous réserve évidemment de mise à jour ultérieure, nous considérons qu'aucun programme nucléaire supplémentaire ne doit être engagé, donc au-delà de ces 8 réacteurs sans évaluation
évidemment stricte des besoins et des capacités de la filière. Et donc cette période, ça consacre le basculement du système électrique français vers un mix énergétique qui sera totalement décarboné et qui repose sur la complémentarité entre le renouvelable, le nucléaire de transition et les innovations technologiques dont nous suivons évidemment la maturité. À partir de 2050 et au-delà, notre projet est de pérenniser un système qui soit 100% décarboné, résilient et souverain. L'objectif de neutralité carbone est atteint. La France doit, dans la durée, assurer la soutenabilité de son mix et la part, évidemment, de nucléaire sera amenée à diminuer progressivement au rythme du retrait des tranches historiques et du déploiement massif des énergies renouvelables, soutenues par les technologies dont on espère qu'elles seront mûres à ce moment-là, de stockage, à travers la question de l'autoconsommation, des réseaux territorialisés et des interconnexions européennes. Les technologies émergentes issues de la recherche que j'évoquais tout à l'heure, SMR, hydrogène, fusion, batterie avancée, devront être évaluées objectivement en fonction de leur pertinence économique, de leur maturité technologique et de notre capacité de production industrielle. Voilà ce que je voulais vous dire. Notre stratégie suppose des choix cohérents dès aujourd'hui, de la lisibilité dans la durée pour la filière, maintenir la capacité nucléaire à 29 gigawatts en 2050, autour d'une programmation qui est limitée, crédible, économiquement soutenable. C'est pour nous la garantie de la stabilité. Ça permet de bâtir un mix énergétique souverain, pilotable, compatible avec les objectifs climatiques, notamment européens. Voilà moi ce que je pouvais vous dire de façon très générale sur notre stratégie, mais qui permet aux députés socialistes et apparentés de dire notre rapport à la question nucléaire, la place qu'on lui accorde, le nombre d'EPR que nous estimons nécessaire à la constitution de notre mix énergétique et la cohérence globale du système. Karine ? Tu as tout dit ? Bon. Oui. Alors, pardon. Trumps. Une question, vous parlez de diminution progressive du nucléaire au-delà de 2050. Est-ce que philosophiquement, la sortie du nucléaire est toujours un but, comme certains candidats à la présidentielle socialiste ont pu l'ériger en but? Et le deuxième point, c'est est-ce que vous voyez un point de rencontre entre votre position aujourd'hui sur le nucléaire et celle, disons, du rapporteur Armand, on parlait précisément de M. Debré, en commission sur le premier point, enfin, le deux points. Bon, sur le premier point, mais je laisserai Karine, qui est quand même plus spécialiste que moi de ces sujets-là, vous dire que l'objectif, c'est la décarbonation. Voilà. La décarbonation, évidemment, à l'horizon 2050, et la permanence de cette décarbonation avec la permanence dans le mix énergétique du nucléaire. Les évolutions technologiques amèneront à nous poser la question de sa réduction, évidemment. Mais je ne suis pas capable de vous dire où nous en serons en 2050. D'ailleurs, serais-je moi-même encore en vie? Je l'espère. Donc pour répondre aux deux questions qui sont posées, donc vous l'avez compris, le développement de nouvelles capacités nucléaires est là pour compenser la dynamique trop faible dans le développement des énergies renouvelables et le retard aussi qui a été pris dans les politiques de sobriété et d'efficacité énergétique. Et puis pour assurer l'équilibrage du réseau dans un contexte où on est amené à voir la part du nucléaire historique diminuer et des solutions techniques pour assurer la pilotabilité du système électrique avec uniquement des énergies renouvelables qui aujourd'hui ne sont pas matures. Donc le développement à l'horizon 2050 de ces 8 tranches EPR2 que l'on propose ont vocation à répondre à cet objectif-là. Au-delà, je formulerai, ou peut-être que je répondrai à la question un petit peu à l'inverse de la manière avec laquelle vous l'avez posée. Moi, je dirais plutôt que le maintien d'une technologie nucléaire n'est pas un but en soi. Vous nous interrogez en fait sur la volonté philosophique de vouloir maintenir à tout prix du nucléaire. Moi, je pense qu'il faut plutôt voir les choses dans l'autre sens et se demander s'il y a une source d'énergie
qui justifierait un maintien absolument. Et bien évidemment, le nucléaire n'est pas une énergie que l'on souhaite coûte que coûte maintenir. Comme l'a expliqué le président Vallot, 2050, c'est encore un petit peu loin. Et aujourd'hui, on ne sait pas quelles seront les capacités de pilotage d'un système électrique 100% ENR. Et donc, il est compliqué de se projeter au-delà de cet horizon. Pour autant, une politique énergétique, c'est une politique qui se construit sur le temps long. Un parc éolien offshore, c'est une bonne dizaine d'années pour les construire. Une centrale nucléaire, c'est une vingtaine d'années. Et donc, l'enjeu qu'on a aujourd'hui, c'est de prendre en 2025 des décisions qui verront potentiellement leur aboutissement en 2045. Ça, c'est pour le premier point. Sur le second point, donc sur l'ouverture du rapporteur Armand pour trouver un compromis, je pense que vous avez suivi un peu les débats en commission qui ont démarré lundi. À ce stade, moi, ce que j'observe, c'est qu'il y a trois positions divergentes qui s'expriment. D'un côté, certains qui sont pour un mix énergétique de manière outrancière pro-nucléaire, d'autres qui rejettent cette technologie et qui sont pour un mix énergétique 100% renouvelable bien avant l'horizon 2050, et puis d'autres qui proposent une voie alternative et d'équilibre peut-être qui compose, qui présente un mix énergétique qui repose à la fois sur l'énergie nucléaire et l'énergie renouvelable. À ce stade des débats, le rapporteur Armand se fait le porte-parole de la proposition de loi telle qu'elle est issue du Sénat. Et donc il se fait le porte-parole d'une vision du mix énergétique très axée sur le nucléaire et qui n'est pas en phase avec la proposition que nous faisons. Donc au cours des débats, nous avons fait un certain nombre de propositions. À ce stade, on n'a eu aucun signe d'ouverture de la part du rapporteur Armand. L'article 3 a été rejeté hier parce que finalement il y a trois blocs qui ont des visions différentes et donc il n'y a pas possibilité d'obtenir une majorité quand l'hémicycle est composé de 3/3. Mais nous reviendrons vers le député Armand pour essayer de bâtir une voie de compromis qui repose à la fois sur le soutien aux ENR et le soutien au nucléaire, mais sans que cette voie de compromis soit celle qui soit proposée par la droite sénatoriale. Monsieur. Bonjour, Valérie Laramier pour le Ginagest. Je voulais savoir quelle était la vision du Parti socialiste sur la programmation pluriannuelle de l'électricité, parce que vous ne parlez pas des fossiles, si j'ai bien compris. Vous nous avez parlé de moyens de production, mais vous ne parlez pas de réseau, vous ne parlez pas de stockage, vous parlez d'énergie renouvelable, vous ne parlez pas de l'hydraulique. Est-ce que vous pourriez être un petit peu plus précis ? Désolée d'arriver en cours de séance, mais on devait se partager aussi pour être présent dans la PPL Grémillet que nous examinons à l'instant. Oui, effectivement, là, on vous a fait un résumé, j'imagine, je n'étais pas présente, mais assez rapide. Effectivement, la question des réseaux est une question extrêmement importante, puisque selon le choix que l'on fait du mix énergétique, on a besoin de plus ou moins de développement de réseaux, et ça rajoute finalement au coût. C'est un gros sujet qui est en discussion aujourd'hui, c'est de dire est-ce que les énergies renouvelables qui ont besoin de développement de réseaux plus importants pour leur absorption, est-ce que finalement, au final, on a des coûts inférieurs à celui du nucléaire? Donc c'est aussi cette analyse que nous avons conduite, ce qui nous amène à dire qu'on est quand même en deçà des coûts du nouveau nucléaire. Je ne parle pas du nucléaire que nous avons actuellement. Sur la question des développements des ENR, je crois qu'on est assez diversifié dans nos propositions et que, évidemment, l'hydroélectricité tient une place extrêmement importante. Ce n'est pas la députée qui défend ça depuis 12 ans qui vous dira l'inverse, et je tiens évidemment absolument à ce qu'on puisse aller vers des capacités les plus importantes possibles en matière d'hydroélectricité, notamment en matière de STEP, sans tomber dans, comment pourrait-on appeler ça, le délire du Rassemblement national qui nous a dit ce matin
qu'ils étaient en capacité de faire des propositions sur 42, c'est ça, 42 gigas de STEP en France, et qui ont fini par dire que oui, effectivement, c'est en noyant un certain nombre de vallées, et finalement, est-ce que c'est si grave que ça, nous ont-ils dit. Bon, il faut raison garder sur cela, et effectivement, c'est probablement 1/10 de cela que l'on pourra développer en France, et notamment sur les steppes. Et pour cela, il faut, et on revient à la question précédente qui nous a occupé à une autre conférence de presse, il faut qu'on lève le contentieux européen, et j'espère qu'on va y aboutir sur 2025. Ça fera 12 ans, et il est quand même temps de régler cette situation qui nous permettra de débloquer un certain nombre de projets assez immédiatement et de relever la part des énergies renouvelables dans notre mix, puisque effectivement c'est aussi notre volonté dans cet équilibre que l'on a proposé dans notre stratégie énergétique. Stockage réseau, Karim, tu veux ajouter un mot ? Donc en fait, la décarbonation de notre économie, elle repose sur le développement de nouveaux moyens de production, on l'a évoqué. Elle repose bien évidemment aussi sur des éléments de sobriété, d'efficacité énergétique. Je pense que c'est important de la rappeler. Ça passe aussi par réduction de nos consommations, notamment pour le chauffage de nos logements. Et les annonces qui ont été faites hier par le gouvernement de suspendre MaPrimeRénov' sont des éléments qui, bien évidemment, nous préoccupent. Ça passe aussi par une électrification de nos usages et donc le passage d'autres types d'énergie que l'électricité vers l'énergie électrique, et ça c'est aussi un élément qu'il faut mettre en avant. Ensuite, pour répondre peut-être plus directement à votre question, le développement des énergies renouvelables va entraîner une mutation profonde du fonctionnement du système électrique qui nécessitera évidemment le développement d'interconnexions avec nos voisins européens, qui nécessitera également le développement de nouveaux moyens de stockage. Et je pense qu'à ce stade, il ne faut pas être prescriptif sur la technologie de stockage qui sera utilisée. On a parlé des steppes, il y a des batteries, il y a d'autres moyens de stockage, notamment l'hydrogène peut être aussi un moyen de stocker temporairement l'énergie. Et puis, pour assurer un fonctionnement optimal du système électrique, on doit aussi agir sur la flexibilité des consommateurs, que ce soit au moment des pics de consommation, en leur demandant de réduire leur consommation, comme on sait le faire aujourd'hui, mais aussi dans des situations qui se font de plus en plus fréquentes, avec des moments d'excès de production sur le système électrique, avec en voie de conséquence un prix de l'énergie qui est extrêmement bas, voire même qui est négatif, et la nécessité de découpler des moyens de production éoliens pour assurer l'équilibrage du réseau électrique, ce qui a des conséquences financières assez dommageables, parce que finalement on a une capacité de production qui est existante du fait de la présence de vent, mais on va découpler des éoliennes, et donc on va se priver d'une énergie qui, à un moment donné, ne présente pas de coût pour être produite. Et donc il faut qu'on développe aussi des moyens de flexibilité qui permettent de positionner au bon endroit, au bon moment, les consommations, donc à la baisse, mais aussi à la hausse. Bonjour, Paul Messa de Green Univers, groupe Les Échos. J'ai 3 questions, comme ça je les envoie dans le coup, ça sera beaucoup plus simple. La première, c'est sur l'électrification, en réaction à ce que vous dites, M. Bonnebrahim. Est-ce que vous avez défini des chiffres? Est-ce que vous avez une stratégie d'électrification? Parce qu'effectivement, il semble que c'est quand même le nœud du problème globalement. La deuxième, c'est sur la PPL Grémier. Est-ce que vous pouvez nous donner un peu déjà l'ordre des objectifs qui ont été maintenus, supprimés, pour savoir un petit peu où on en est actuellement entre le nucléaire, le solaire, l'éolien en mer, terrestre, voire la production globale d'électricité? Et la troisième, je réagis aussi à ce que vous avez dit sur les interconnexions. Est-ce que vous avez une stratégie de développement de certaines interconnexions? Est-ce que vous discutez par exemple avec vos collègues qui sont au pouvoir en Espagne pour savoir comment on améliore les interconnexions de la péninsule ibérique, par exemple? Karim, je pense que c'est des questions pour toi et pour Marion. Moi, je fais l'évolution PPE, tu fais les interconnexions. Oui, alors à ce stade, sur la PPL Grémillet, on n'en est qu'à l'article 5 qui doit se voter d'ailleurs en même temps qu'on est là. Donc j'espère qu'il sera adopté pour qu'on puisse acter les évolutions qu'on a pu introduire dans ce texte, et notamment en matière d'objectifs éoliens en mer. La deuxième...
le photovoltaïque et notamment en toiture, avec l'avis du rapporteur qui était plutôt un avis de dire je ne souhaite plus qu'on quantifie des objectifs, mais qu'on soit sur une masse, c'est-à-dire on a besoin de 700 TWh décarbonés et travaillons à l'intérieur de cela. Nous, on tient quand même à fixer des objectifs ENR parce que ça pourrait être considéré comme du nucléaire qui pourrait finalement prendre la place de tout, puisque le nucléaire est considéré comme étant décarboné, évidemment. Donc, on n'en est pas très loin. À ce stade, il n'y a plus d'article 3. On a fait l'article 5 qui devrait être adopté, je pense, et on va commencer l'article 6. Je pense qu'on va accélérer parce qu'ensuite, il y a un certain nombre d'articles qui sont des articles non programmatiques et qu'on considère qu'ils doivent être retirés de cette loi puisque l'histoire, si on revient un petit peu en arrière, cette loi, elle fait office de LPEC, pour adosser la PPE que le Premier ministre a préparée et doit proposer. Donc si on a un grand écart entre ce qui sort de l'Assemblée aujourd'hui et la PPE qui est travaillée par le gouvernement, on va quand même se retrouver dans une difficulté importante. Donc en fait, cette PPL Grémillet, elle doit conduire à une cohérence, nous semble-t-il, à peu près avec la PPE, et c'est dans ce sens que nous travaillons en réaffirmant les objectifs qui ont été probablement décrits avec nos 8 nouvelles centrales qui vont venir finalement au fil du temps, parce qu'il faut quand même se projeter, 8 centrales, c'est pas avant 2038-2040, donc elles vont venir finalement en remplacement majoritairement des centrales actuelles, même si on obtient une prolongation qui à ce stade n'est pas certaine pour l'ensemble du parc, puisque ça dépend évidemment des questions de sécurité et de sûreté des sites, et puis dans le même temps évidemment progresser sur les énergies renouvelables, et c'est pas le cas, on l'a sûrement dit précédemment, on n'est quand même pas très en avance, notamment par rapport aux autres pays européens. Donc tout ça, dans ce contexte-là, on essaie de faire en sorte que cette PPL soit quand même puisse entraîner une PPE acceptable par le plus grand nombre, et à ce stade, on ne peut pas vous dire plus que ça, puisqu'on n'en est qu'à l'article 5, mais je pense que si on arrive à trouver un compromis sur la base de ce qu'on vous a expliqué là, on devrait pouvoir avoir quelque chose qui soit à peu près cohérent. Mais pour le moment, il reste que les 18 gigawatts d'éolien en mer qui sont fixés là tout de suite, avec le photovoltaïque qui est passé quand même, le photovoltaïque toiture, avec une progression du photovoltaïque, même si, non, parce que j'ai dû m'absenter, parce que, parce que, en fait, il y a un amendement qui a fait tomber tout le reste et on n'a pas pu rehausser, du coup, les objectifs photovoltaïques pour les mettre en cohérence avec la PPE 3 qui passait de 50 à 54. Donc, voilà, c'est cet amendement du foncier agricole. Donc en fait, oui, il n'y a plus de solaire dans le texte. Et donc il faut juste l'accroche, il faut garder l'accroche, et c'est pour ça qu'il faut voter l'article 5 pour qu'on puisse ensuite en séance raccrocher les objectifs à cela. Donc pour l'instant, dans le texte, il y a plus de nucléaire, il n'y a plus de solaire. donc il y a du offshore. Et puis de l'intérêt. En fait, pour le moment, dans le texte, donc il n'y a plus de nucléaire, mais bon, on n'est qu'au stade de la commission. Et puis, le souhait du rapporteur Armand est de ne pas fixer d'objectifs propres aux différentes filières renouvelables. Donc en fait, il n'y a pas d'objectif pour l'éolien terrestre, il n'y a pas d'objectif pour le photovoltaïque, mais il y a un objectif global de soutien aux énergies décarbonées. Et à ce stade, le rapporteur, avec le soutien de la droite et de l'extrême droite, refuse de fixer un objectif pour les énergies renouvelables, mais souhaite parler d'un objectif d'énergie décarbonée, ce qui entretient un flou entre les énergies renouvelables et le nucléaire. Et autre élément important à noter des débats qui ont pu avoir lieu, alors je ne sais plus si c'était hier ou ce matin, parce qu'on finit par plus trop savoir l'heure qu'il est, mais c'était hier, ça y est, ça me revient. Je pense qu'il est important de noter que le rapporteur a refusé d'inscrire dans la PPL un objectif qui correspondait aux objectifs de développement des énergies renouvelables que la France a acceptés dans le cadre de directives européennes. Et donc la proposition de loi
telle qu'elle est débattue actuellement, est moins ambitieuse, en tout cas dans la volonté du rapporteur, elle est moins ambitieuse que nos objectifs européens. Alors en fait, ce n'est pas tout à fait vrai si vraiment on rentre dans la technique, parce que comme il n'y a plus de nucléaire, finalement elle devient très ambitieuse parce qu'on parle de décarboner, mais dans la volonté affirmée par le rapporteur, c'est d'être moins ambitieux que les politiques européennes. Après, sur le développement des interconnexions, on est dans une loi de programmation, donc nous on fixe des objectifs de développement des moyens de production, on fixe des objectifs de développement des interconnexions. Ensuite, c'est le rôle des gestionnaires de réseau, d'une part, avec leurs homologues étrangers, d'une part de définir le schéma directeur en termes de développement d'interconnexion pour assurer le fonctionnement du système électrique, et c'est aussi le rôle de l'Union européenne que de définir un développement des interconnexions, des objectifs de développement des interconnexions à la maille européenne pour assurer un fonctionnement efficace et robuste techniquement du marché de l'électricité. Donc nous, dans la loi de programmation, on fixe, c'est pas le rôle du législateur que de fixer des objectifs précis de développement des interconnexions. Et pour votre dernière question, qui est l'électrification des usages, le scénario sur lequel on s'est basé et qui vous a été proposé, c'est le scénario dit N1 des futurs énergétiques 2050. Donc ça combine bien évidemment des réductions de consommation énergétique et aussi du passage d'énergie fossile vers des énergies électriques. Alors je ne veux pas me tromper, mais je crois qu'au final ça correspond à plus 30%, il me semble, sur les consommations électriques. Et je pense que dans le rapport qu'on vous donnera à la fin de la conférence de presse, vous aurez plus d'éléments chiffrés sur les différents leviers de décarbonation. Peut-être pour revenir 2 secondes sur il n'y a plus de nucléaire et il n'y a plus rien. En fait, l'objet de notre amendement à cet article, c'était de supprimer la question des SMR. Parce qu'on considérait qu'à ce stade, et dans l'attente d'une évaluation sur la pertinence à la fois industrielle et économique de ce dispositif, on considérait qu'il n'y avait pas sa place dans ce texte. Et comme c'était la même accroche que l'ensemble du parc nucléaire existant et à venir, finalement, ça a fait tomber l'ensemble. Mais notre volonté était de réaffirmer à la fois notre refus d'y voir des SMR, mais aussi de caler les objectifs que nous poursuivons en matière de nucléaire, c'est-à-dire les 8 EPR et pas les objectifs à 8 plus 6 et peut-être davantage. Donc en fait, on n'a pas l'intention de rester en l'état jusqu'à la fin du texte, mais bien de reproposer une écriture et de négocier cela avec le rapporteur pour qu'au final, on ait un vrai mix énergétique dans ce texte, puisque ça ne pourrait pas être... si ça allait comme ça jusqu'au bout de l'examen en séance, ça n'aurait pas beaucoup de sens. Juste une question, vous parlez de mix énergétique, je crois que vous parlez d'inscrire dans la loi des pourcentages, mais c'est vrai que ça aide quand même à avoir un ordre de grandeur à horizon 2050, ça serait... Oui, on a plutôt l'idée de fixer ça en valeur, en terawattheure, qui parle quand même beaucoup aussi aujourd'hui, enfin peut-être pas au grand public, mais quand on considère qu'il nous faut 600 ou 700 terawattheures, en tout cas dans une loi, ça nous paraît être plus approprié. Pardon, juste pour précision, vous allez donc redemander pour réintroduire dans le texte des objectifs ciblés, solaire, éolien. Il faut qu'à la fin, on ait quand même un mix énergétique qui sorte de ce texte pour qu'ensuite, ça puisse être transcrit dans la PPE. C'est-à-dire que l'équilibre qui est proposé là dans les discussions d'entrée ne nous vont pas. Voilà, donc il faut qu'on porte ce qu'on vous a écrit là. Madame Annie Brachet pour AEF Info, vous voyez où le point de compromis d'équilibre avec le rapporteur aujourd'hui, parce qu'on a les positions sont assez éloignées. Et une deuxième question, pourquoi ce travail n'a pas été fait au niveau du parti? Est-ce que c'est uniquement vos positions? Est-ce que c'est des positions qui peuvent être endossées par le chef? Est-ce qu'on est une sorte de république un peu indépendante? Non, pourquoi? Parce que le texte arrive. Que c'est un travail qui a été engagé depuis longtemps, auquel ont été associés des sénateurs, ont été associés des secrétaires nationaux du parti, donc c'est pas un truc hors sol.
Donc, il se trouve que nous avons des questions auxquelles il nous faut répondre maintenant. Donc, nous nous présentons au titre des propositions du groupe socialiste apparenté, parce que c'est le groupe socialiste apparenté qui a pris l'initiative de ce travail-là. Voilà. Mais comme nous avions eu sur d'autres sujets, pris l'initiative d'un travail de fond que nous avons ensuite proposé au parti. Mais voilà, par nécessité et puis peut-être par goût personnel, j'aime bien faire avancer les dossiers de fond. Donc il a vocation à être endossé potentiellement par le parti dans les... Je l'espère, je le pense. Voilà. En tout cas, les travaux ont été partagés avec des membres du parti et les secrétaires en charge des questions énergétiques. C'est-à-dire que nous, ici, on essaye de ne pas être dos au mur normalement sur l'agenda gouvernemental. Voilà. Et on savait qu'il y avait la nécessité d'avoir une PPE et d'avoir une LPEC théoriquement. Donc on s'est dit, il faut quand même en penser quelque chose. Il fallait qu'on solde une question qui était posée, c'est quel est le rapport des socialistes à la question du nucléaire notamment. On avait dit, c'est une énergie de transition. Ok, what else, comme on dit dans le milieu du café. Bah, en fait, on n'en sait rien. Là, on donne une réponse précise sur nos intentions, notre chronologie voilà, et notre mix énergétique. Donc on a une position qui est stabilisée, cohérente dans le temps et qui nous permet de défendre les choses dans le débat parlementaire. Je suis désolée, je vais retourner en commission parce qu'en fait, on est les co-responsables. Si on est tous les deux là, ça va passer. Pour le groupe de travail Armand Grémillet, qu'est-ce qu'on voit actuellement? Dans le groupe de travail Armand Grémillet, effectivement, qui a été demandé par le Premier ministre, alors, il y a une confusion extrêmement forte entre ce groupe de travail et l'examen de la PPL qui arrive en parallèle. Nous, on aurait souhaité évidemment, bon, tout d'abord, on aurait souhaité une LPEC qui ensuite traduise une PPE. Bon, voilà, l'histoire fait qu'on n'en est pas là aujourd'hui. Mais en tout cas, on considérait que ce travail ne pouvait pas être télescopé par l'examen de la loi. Donc, chacun des responsables de groupe a fait part de ces lignes, de ces objectifs à M. Armand et M. Grémillet. Actuellement, c'est à l'examen dans les différents services pour voir ce qui peut être raccroché à la proposition du Premier ministre. Et la difficulté, c'est s'il prend sa décision maintenant de raccrocher un certain nombre d'éléments et qu'on n'est pas du tout en cohérence avec ce qui sortira de la PPL, on va être quand même dans une difficulté importante. Donc je pense que le choix qui va être fait, c'est d'attendre l'examen final de la PPL, au moins à l'Assemblée nationale, pour voir ce qui peut être intégré dans la PPE. Mais franchement, on travaille un peu n'importe comment et à l'envers. Bon, voilà, pour me dire l'impression totale. Oui. Ouais, on va prendre une dernière question. Ok, parce que vous n'avez pas répondu à la question de ma collègue et je voulais y ajouter comment est-ce que vous projetez sur un accord avec le Sénat derrière, parce que même si vous trouvez un accord à l'Assemblée, derrière, il faut avoir un accord avec le Sénat. Non mais enfin, chacun mesure la situation institutionnelle et politique dans laquelle on est. Honnêtement, tout est toujours possible. La seule certitude, c'est l'incertitude. On ne sait jamais, amendement par amendement, mais quel que soit le sujet, quel que soit le thème, ce qui va en ressortir. Donc nous, on espère que faire prospérer nos idées, et vous avez raison de dire que les équilibres politiques entre le Sénat et l'Assemblée nationale peuvent en CMP, c'est le loi en CMP, modifier les équilibres. Enfin, je laisse répondre, mais on en est là. Et il nous arrive même sur certains textes, ça ne vous aura pas échappé, qu'une motion de rejet renvoie directement un texte qu'on n'a pas examiné en CMP, c'est-à-dire soumettre le Parlement à une majorité de sénateurs LR. Ouais, c'est pas... Vous l'avez fait avec place publique Avec place publique? Non, pourquoi? Parce qu'ils ont des experts énergétiques plutôt reconnus. Mais les socialistes sont aussi des experts reconnus. C'est le groupe socialiste apparenté avec la place publique. Non, mais ces groupes socialistes apparentés, il se trouve qu'on a un député place publique. Donc voilà. Donc ils ont participé à la construction de... Non, ils ont pas. C'est le groupe socialiste et apparenté. Il se trouve que, en l'occurrence, c'est Aurélien Rousseau qui ne travaille pas sur les questions énergétiques. Mais après, c'est patrimoine commun de tous les députés, quelle que soit leur sensibilité et leur affiliation. Et il se trouve qu'en effet, parmi les experts, il y en a qui sont proches, qui peuvent être proches de tel ou tel. Voilà. Merci beaucoup.